Acte 2 de la semaine du tribunal de l'actualité. C'est un plaisir renouvelé de vous retrouver sur les antennes des médias leaders Twi TV et Watt FM. Vous le savez, c'est un rendez-vous pour juger les faits majeurs de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Merci à vous qui nous faites l'amitié de nous suivre sur les plateformes Facebook et YouTube. Je suis Adam Scarlett Ouedraogo, président de ce tribunal. Avec moi sur ce plateau, les juges au siège, Bernard Bougma, Geoffroy Vara, bonjour et bienvenue. Bonjour, président Ouedraogo, bonjour, juge Vara, bonjour, madame, monsieur. Bonjour, juge Bougma, bonjour, président, bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Dans la lutte contre l'hydre terroriste au Burkina Faso, l'heure n'est plus désormais aux grands discours et aux paroles qui sont en déphasage avec l'action sur le terrain. Il faut impérativement changer de trajectoire concernant le paradigme de défense et de sécurisation du territoire national. C'est la substance de la déclaration du Parti pour la Renaissance nationale parent au lendemain du drame d'Inata. Une déclaration en date du 18 novembre dernier et co-signée par 5 autres partis et formations politiques. Mesdames, Messieurs, vous l'aurez compris, au cœur de cette convocation, la question sécuritaire. Et nous aurons à la barre ce matin Abdoul Karim Sango. Il est le président du parent. Il est également conseiller du chef de l'État en chargé des questions culturelles et des arts. Je l'ai dit, la question sécuritaire, on va l'évoquer avec lui. Mais avant, nous allons ouvrir la première fenêtre de cette émission, les avant-propos. Juge Bougma, vous avez la parole. Mon avant-propos va concerner l'audition en urgence des députés, donc des ministres de la Défense et de la Sécurité, voulue par les députés, donc l'Assemblée nationale. C'était une initiative du député maire de Dori, Aziz Diallo, qui l'avait demandé, avant l'attaque d'ailleurs, et après l'attaque, naturellement, l'Assemblée nationale a accéléré les choses, donc ils seront auditionnés en toute urgence. Il y a certains députés d'ailleurs qui demandent une audition en huis clos, compte tenu de la sensibilité des questions de ce qui pourrait être dit, parce que ça a été annoncé que ça va être radio-télédiffusé. Donc, entre les questions de comment est-ce qu'on les auditionne et l'urgence de l'audition, effectivement, il faut le dire, il y a urgence à auditionner ces ministres-là par la représentation nationale qui nous représente en tant que citoyens. C'est voulu par la démocratie pour qu'ils puissent comprendre qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui est fait et c'est sur quoi on avance. Donc, ça c'est le premier niveau de débat donc, sur des questions de comment est-ce que ça va se passer. Le deuxième niveau, c'est que ça a été reporté pour vendredi parce que c'est aujourd'hui l'inhumation des gendarmes qui sont tombés à Inata. Donc, c'est ce qui a été annoncé. Donc, il y a un report pour vendredi. Mais maintenant, en lien avec ça, ce qu'on voudrait savoir aussi, c'est il y a une question qui taraude les Burkinabés. Peut-être que ça va être posé là-bas ou pas, mais c'est aussi la position de la gendarmerie nationale dans le commandement actuel et dans la crise actuelle. Je le dis parce que ces dernières attaques, c'est des gendarmes qui tombent, c'est des positions de la gendarmerie qui sont touchées. Donc les citoyens burkinabés se posent la question pourquoi et pourquoi est-ce que c'est beaucoup plus elle qui est attaquée. C'est pas que les autres forces ne sont pas attaquées, c'est pas que des policiers ne sont pas attaqués, ni des militaires comme on les appelle Bérets Rouges au Burkina ne sont pas attaqués, non. Mais il y a une force dont les détachements subissent des attaques à répétition. Après Inata, c'était Foubé, qui a hier. Donc, c'est des questions qu'on se pose. Et aussi par rapport, je dis bien, au dispositif du commandement. Alors, est-ce qu'ils prennent des ordres au niveau de l'état-major général des armées ou bien c'est seulement au niveau de l'état-major général de la gendarmerie, étant donné que c'est une force également de défense? Est-ce que la gendarmerie dépend de notre ministère de la Défense ou bien c'est rattaché seulement au chef d'état-major général des armées? Donc, il y a des Burkinabés qui voudraient savoir. Et nous faisons partie de savoir comment est-ce que, je dis bien, comment est-ce que, comment on appelle ça, le dispositif, lui, fonctionne. Parce que c'est très important, je dis bien, pour le savoir, par rapport, effectivement, à une telle situation. Donc, sinon, j'ai dit, il y a des positions militaires et tout. Maintenant, il y a des convois militaires, il y a des escortes qui sont fait par des militaires, mais ces derniers temps, j'ai dit, bon, c'est une remarque, le constat, il est là, implacable. Donc, ça interroge. Donc, on attendra de voir quelle pourrait être la réaction des députés. Peut-être que la question va être posée ou elle ne sera pas posée.
pour qu'on puisse effectivement en savoir, en savoir davantage par rapport à la suite à donner à une telle situation. Donc c'était mon premier avant-propos. Le second, c'est la sortie du ministre français, donc Jean-Yves Le Drian, par rapport à la situation de Kaya. Il dit qu'il y a des manipulateurs aussi par les réseaux sociaux, par les fausses nouvelles, par l'instrumentalisation d'une partie de la presse qui joue contre la France, parfois même inspirée par des réseaux européens. Donc il y a aussi une origine européenne selon lui. Nous avons fait savoir au président Kaboré que nous souhaitons qu'il aide à régler cette situation à Kaya. Je pense que ça va se régler, mais ça peut être un peu tendu pour des raisons à la fois internes et parfois externes, puisqu'il y a des relais d'opinion qui font aussi de la guerre informatique. Donc c'est le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui le dit. Il est conscient qu'il y a des relais européens. Il dit que c'est l'œuvre de manipulation et tout. J'ai dit, c'est comme quand Macron disait que c'est un sentiment anti-français. C'est un regard qui est plus ou moins biaisé. Parce qu'il y a des jeunes Africains qui se posent des questions sur une coopération qui a lieu depuis des lustres entre un pays et des États. Et qui parfois tient ce qu'on appelle un sommet France-Afrique. Et qui à un moment donné a dit, je ne parlerai plus au chef d'État, je vais parler à la jeunesse africaine. Donc il tient un sommet à Montpellier avec également la même jeunesse africaine. C'est vrai, là, c'était du théâtre, ce qu'on a vu. C'était du folklore parce qu'après, eux-mêmes ont révélé comment est-ce que les choses se sont organisées dans l'ombre pour que nous puissions voir le théâtre de Montpellier. Mais ce n'est pas sommet des Paux. Ce n'est pas une affaire de Montpellier. C'est que ce qui a été révélé en Centrafrique, l'action de la France en Centrafrique, relayée par Alain Foucault, a été quand même une preuve irréfutable que dans la coopération qui lie la France et les États africains, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et c'est ce qui irrite et fait interroger les jeunes Africains. Se tromper de regard, c'est se foutre le doigt dans l'œil ou bien nier la vérité. Et ça, c'est un élément important que la France également doit prendre en compte dans sa lecture. Ce n'est pas forcément du feu de la manipulation. Ou bien Alain Foucault nous a menti, ou bien Touadéra nous a manipulé. Ça, ce sont des preuves palpables. Merci, juge Bougma. Juge Va. Oui, merci, Président. Moi, mon avant-propos rejoint celui de Bernard Bougma dans sa dernière ligne droite. Concernant la question des réseaux sociaux et tout, on sait que l'accès à Internet via nos téléphones portables, ça devient depuis samedi nuit, compliqué. On a vu beaucoup de sorties, notamment la Ligue des consommateurs mettre la pression pour dire qu'il y aura des poursuites et tout. Et puis nous aussi, on avait tenté de rentrer en contact avec l'ARCEP, je pense qu'on a diffusé ça hier lors de nos sessions d'information radio. C'est pour caricaturer, ok, c'est vrai. On va travailler à savoir qu'est-ce qui se passe. Maintenant, il y a Télécel, il y a Orange, il y a Telmob. Bon, il n'y a pas de communication vraiment là-dessus. Tout à l'heure, il parlait de Lédrian qui parlait de guerre informatique. C'est le mot qui a été choisi. En tout cas, on est dans un flou. Mais à la réalité, c'est que c'est un outil aussi d'expression. Ça, il faut le dire de façon très claire. Et ne pas avoir... Parce que moi, je parle de relation de client à opérateur. Il devrait avoir quand même un message. Et je sais que le problème paraît nettement plus profond. On sait qu'on marche sur des œufs lorsqu'on parle de cette question. Nous-mêmes ne maîtrisons pas tout là-dessus. Peut-être qu'on aura vraiment le fond, ce ne sera pas maintenant. Mais pour l'instant, c'est quelque chose qui dérange fortement. Et il y a beaucoup ici qui posent le problème de restriction de liberté. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas d'autres enjeux ? On écoutait encore les propos des évêques qui disaient qu'il faut dire toute la vérité. Il faut que le gouvernement communique avec beaucoup de vérité. Mais est-ce qu'actuellement où on est là, toutes les vérités sont bonnes à dire? En fait, on est dans ce genre de flou-là, on est dans cette réalité-là. Mais pour l'instant, c'est-à-dire que le moyen, les androïdes, ce que ça nous permet, c'est la façon la plus populaire qu'on a aujourd'hui d'accéder à Internet. Et donc, la majeure partie des Burkinabés ont commencé à vivre autrement. On va dire ça comme ça. Certains ont été obligés de recentrer leur vie de tous les jours autrement, parce qu'on se réveillait chaque matin et on regardait qui a dit quoi et qu'est-ce qu'on peut dire. Et c'est en train de changer beaucoup de choses. Et ça nous recentre aussi sur quelquefois ce qu'on a comme durée principale.
Voilà. Merci, messieurs les juges, pour ces clés de lecture. Nous allons également dire merci à l'équipe de réalisation de cette émission, le Tribunal de l'actualité, qui nous permet d'être ensemble du lundi au vendredi sur le coup de 8 heures. Je le rappelle, le président du parent, Abdoul Karim Sangou, est notre convoqué du jour. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Messieurs les juges. Bonjour. Alors, avec vous, on va parler sécurité, on va parler lutte contre le terrorisme. Alors, il faut rappeler que vous êtes ancien ministre de la Culture. Vous êtes actuellement conseiller spécial du chef de l'État chargé des questions culturelles et des arts, un poste que vous occupez depuis le 7 juillet 2021. Quand on parle de ce poste-là de conseiller spécial, pour beaucoup, vous êtes celui-là, en tout cas, parmi les conseillers qui parlait à l'oreille du chef de l'État. Pour d'autres également, c'est un garage, pour dire le mot tel quel. Vous qui êtes dans la réalité de la fonction, quand on parle de conseiller spécial, quels sont vos attributs et qu'est-ce que ça représente véritablement? Merci. Je voudrais, avant tout propos, si vous me permettez, déjà m'incliner encore une fois sur la mémoire de nos braves FDS, dont en principe aujourd'hui c'est l'inhumation tombée sur le site d'Inata. Ayant dit cela, je pense que le concept de conseiller spécial, peut-être parce que il y a des conseillers techniques, il y a des conseillers simplement, c'est peut-être à raison de la fonction de chef de l'État qu'on a dû ajouter, je l'ai dit, le qualificatif spécial. Mais un conseiller, son travail, c'est de conseiller. C'est pas plus compliqué que ça. C'est-à-dire, c'est de donner des avis sur des sujets, soit à la demande de celui qui est conseillé, soit sur initiative propre. Par exemple, vous parlez d'insécurité, le conseiller peut aller rencontrer le président parce qu'il a échangé, il a discuté, il a eu des lectures, il lui dit, bon, moi je pense que voilà comment le sujet de l'insécurité, au regard du contexte actuel, voilà comment on peut l'implémenter. Évidemment, le chef de l'État va prendre cette information, les analyses du conseiller, qu'il va certainement transférer au ministre en charge. Parce que ce sont les ministres en charge d'eux qui ont les attributions pour exécuter les politiques du gouvernement dans tel ou tel domaine. Voilà, c'est pas plus compliqué que cela. Après, le conseiller ne décide pas. Voilà, c'est comme dans la vie pratique. Chacun de nous se marie, il a un conseiller peut-être conjugal. Voilà, vous avez des difficultés, vous pouvez aller demander son avis dans le problème que vous rencontrez avec vos enfants, avec votre épouse, et vous dira, bon, moi, au regard de mon expérience, voilà comment je perçois la situation. Voilà dans quel sens je vous recommanderais de partir. Mais après, vous êtes libre de partir dans le sens dans lequel vous voulez. Alors, vous avez expliqué ce qui doit être. Est-ce que sur le terrain, justement, ça se passe comme ça? Est-ce que vous avez accès au chef de l'État pour justement lui donner vos avis sur ces questions culturelles, sur la question des arts et aussi sur la question sécuritaire? Moi, j'ai accès au chef de l'État sur tous les sujets. Je ne suis pas un conseiller de bureau. Non. Ah, le mot certainement qu'il y a oui, mais puisque vous avez dit tout de suite que dans l'opinion, il y a deux catégories de gens qui pensent qu'il y a des conseillers, en fait, faire valoir, entre guillemets, et puis il y a des conseillers, certainement, comme je dis, que je ne suis pas un conseiller de bureau. D'accord. Monsieur le juge, question de généralité. Alors, question de généralité, on est curieux de savoir le conseiller culturel, donc celui qui se charge des questions culturelles auprès du chef de l'État, sur quoi exactement il peut le conseiller sur les questions de culture? Non, déjà, si nous prenons la situation de l'insécurité et de l'extrémisme violent, je dois rappeler que, en plus des conseillers que nous sommes, les ministres sont des conseillers aussi du président. Et que moi, en tant que ministre en charge de la culture, c'est moi qui ai imposé à l'agenda du G5 Sahel, l'agenda national,
d'élargir la réflexion sur comment éradiquer le phénomène de l'insécurité ou de l'extrémisme violent. Parce qu'à un moment donné, j'ai analysé, je me suis dit, il faut certainement une réponse militaire, mais il faut aussi une réponse culturelle. Parce que lorsque vous essayez, dans mes lectures, encore une fois, et dans mes observations terrain, vous savez, la violence qui habite certains, ce qu'on appelle les terroristes et tout ça, ça dénote un peu d'une crise de construction d'identité. C'est pour ça d'ailleurs quand vous regardez en Europe, vous allez voir que dans les jeunes qu'on retrouve en Syrie et tout ça, français d'origine, lorsque vous faites l'analyse de leur profil, vous allez voir, vous allez y rencontrer par exemple beaucoup de jeunes banlieusards, c'est-à-dire d'origine arabe ou maghrébine, parce qu'ils sont dans une société française où ils ne se sentent pas suffisamment français, ils ne se sentent pas suffisamment arabes. Donc il y a un conflit de construction de leur identité. Parce que l'identité est porteuse de valeurs. En vérité, lorsque vous dites que vous êtes un Burkinabé, vous dites que vous êtes un Gourouchi, vous dites que vous êtes un Mouchi, vous êtes un Bicha, en fait, au-delà du fait que vous êtes né d'un père et d'une mère, Mouchi ou Bicha, en fait, c'est l'ensemble des valeurs culturelles de cette communauté-là que vous êtes censé porter. Et ces valeurs, soit vous prédisposent à être tolérant, à être respectueux d'un certain ordre, à éviter toutes les formes de discrimination, etc., etc., soit ça vous prédispose à être quelqu'un de violent. Donc forcément, toutes les études d'ailleurs le démontrent aujourd'hui, dans le phénomène auquel nous sommes confrontés, il y a un véritable problème de construction des identités. D'accord. Donc, j'avais suggéré, et le chef de l'État avait porté ce combat dans le cadre du G5 Sahel, par exemple. Donc, aujourd'hui, en tant que conseiller, j'insiste encore là-dessus. Par exemple, vous voyez la réforme du système éducatif. Même si vous prenez la stratégie nationale contre pour la sécurité et la défense, mes conseillers techniques y ont contribué énormément dans le volet comment utiliser la culture comme une arme de lutte contre l'extrémisme violent. Donc il y a ce travail, mais sans oublier quand même que je porte ma casquette quand même de juriste, de constitutionnaliste, de politiste, qui me permet quand même, du haut de mon expérience, de donner des avis, des éclairages pour dire allons dans tel sens ou dans un autre sens. Donc vraiment, il n'y a pas de chômage, c'est beaucoup de travail. D'accord. Juge Va. Nous sommes dans les généralités. C'est vrai qu'Internet, pour la plupart des Burkinabés, n'est pas accessible. Mais ce qu'ils ont pu suivre pendant ces dernières semaines-là et qui a marqué vous concernant, c'est une sortie critique à l'endroit du CFOP et puis une réponse de Eddy Komboyego qui, dans sa réponse, parlait de votre parcours, nomination ministre et tout, comme d'un accident. Il y avait beaucoup d'autres termes qui ont été employés. Bon, il y a beaucoup qui attendaient pour M. Sango qu'on connaît, peut-être une autre réponse cinglante, mais bon, comment vous avez lu cela, comment vous l'avez accueilli? Bon, je l'ai pris avec beaucoup de... j'allais dire... j'en ai ri, purement et simplement, c'est tout. Si vous voulez, reprenez mon article, il n'y a qu'une ligne qui traite véritablement de Eddy, je l'ai là. J'ai juste posé la question de savoir, est-ce que c'est parce qu'il a des problèmes dans son parti qu'il fait une sortie comme ça? Parce qu'il faut encore lire l'article jusqu'au bout pour comprendre que, en fait, je n'ai rien dit de nouveau. C'est vrai que dans la vie, lorsqu'on vous met en face ce qui semble évident, soit vous êtes sage, vous vous remettez en cause, soit vous réagissez violemment. Mais vous savez, Eddy, je vais vous le dire ici, et c'est dans mon inbox qui m'a apporté cette réponse, parce que moi j'étais à Gawa, j'avais une conférence, je n'avais même pas suivi
D'abord, il m'a envoyé l'extrait où je dis, est-ce qu'il s'accroche à une bouée de sauvetage? Je me suis contenté là, des émoticônes comme ça. Et puis, bon, je lui ai dit, lisez l'article en intégralité. Qu'est-ce que j'ai dit dans l'article? Vous êtes témoin au quotidien. J'ai dit que pour vaincre le terrorisme, nous avons besoin des intelligences collectives. Parce que c'est trivial. Si un seul d'entre nous avait la seule intelligence pour régler ce problème, on leur aurait dit, viens nous donner, on va le faire. Mais il suffit d'observer autour de nous pour comprendre que c'est un phénomène qui est assez complexe. Donc, j'avais compris au sortir du dernier dialogue politique que, comme dans les grandes nations, entre la majorité et le CFOP, en fait, en réalité, le véritable interlocuteur du CFOP, en fait, c'est le gouvernement. Si vous regardez dans la tradition britannique où on a emprunté cette histoire de chef de file de l'opposition, c'est même pas véritablement la majorité qui est son interlocuteur. Alors, donc, j'avais compris que pour une fois, nos acteurs politiques dans leur grande majorité, y compris le CFOP, on a voulu avoir une sorte de consensus sacré sur la lutte contre l'extrémisme violent. Parce que ce qu'on va enterrer aujourd'hui, moi j'ai mes parents aussi là-dedans, j'ai mes frères là-dedans. Ce qu'on élimine chaque jour là, mais il n'y a pas de Burkinabés qui sont beaucoup plus proches d'eux que quelqu'un d'autre. Donc, y compris le chef de l'État, nous sommes tous affectés par cette situation. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se bat encore? Donc, moi, c'est ce que j'ai simplement rappelé. Sauf qu'en temps, j'ai vu une opinion dissidente du CDP qui a commencé à contester, non pas le CFOP, mais le président du CDP, pour dire que il serait dans une sorte de deal, c'est-à-dire qu'il fait une sorte d'opposition molle. Voilà, appelons ça comme ça. Et puis brutalement, j'ai vu la sortie du CFOP qui dit que dans un mois, s'il n'y a pas de réponse, il faut que le président démissionne. J'ai quand même trouvé ça assez curieux, puisque on sait très bien que ce n'est pas possible. On ne peut pas demander ce qui n'est pas possible. Que de dire que dans un mois, on a besoin de résultats beaucoup plus probants, plus satisfaisants. Ok, mais on ne peut pas penser qu'en un mois, tout de suite on règle cette question. Voilà le sens de mon alliance. Et j'ai fait une réflexion beaucoup plus globale sur ce que j'ai appelé la déstructuration morale de notre société. Vous êtes témoin des propos, je ne l'ai pas cité dans mon article, de Boniessa Arseneye, qui était un bonze du CDP. J'étais jeune étudiant quand il a dit que la morale agonise au Burkina Faso. Moi, je n'ai rien inventé. C'était au temps de Blair. Je dois rappeler qu'au moment où je parlais, où je critiquais, mon professeur dit jouissait des privilèges du pouvoir. Mais je ne veux pas ici rentrer dans cette querelle, parce que c'est mon enseignant. Ayant reçu une bonne éducation, c'est pour ça d'ailleurs que contrairement à ce qui était prévu, contrairement à mon tempérament habituel, je me suis dit, oups, les Burkinabés pensent que Sango va lui apporter une sorte de république. Non. Je pense qu'il y a plus sérieux. Je pense que fondamentalement, Eddy et moi, on n'est pas opposés. On trouvera l'espace où il faut pour s'expliquer, parce qu'en définitive, il n'a rien dit sur le contenu de mon article. Or, la démocratie, c'est un débat d'idées, ce n'est pas un débat de personnes. Certainement qu'il a besoin du soutien des artistes. Il l'espère peut-être ainsi, s'érigeant en sorte de défenseur de ceci ou cela. Mais bon, moi j'ai dépassé un peu cette histoire. Qu'il ait considéré que je suis arrivé là par accident. Bon, vous savez, vous connaissez mon parcours. Si je parle, on va dire que je ne suis pas modeste, mais je préfère ne pas en rajouter. Je pense que
ma contribution à l'ancrage de la démocratie et à l'état de droit, si elle devait être mise dans une sorte de balance, on prenait la contribution de M. Idi Komboigo, on prenait les contributions de M. Sango au renforcement de la démocratie dans ce pays et de l'état de droit, ce qui lui permet aujourd'hui de s'exprimer aussi avec autant de véhémence. Je pense qu'il n'y a pas photo. Vous êtes les témoins là. Monsieur Sango, quand on vous écoute, on a l'impression que vous dites, bon, c'est que j'ai rien décrit de méchant et tout, mais on l'a lu aussi, hein, parce que vous avez présenté la situation comme un CFOP opportuniste. Vous parliez même de Boué, et quelqu'un qui a des problèmes au sein de son parti, et tout. C'était focus sur lui. Non, pas du tout. En certains points, en tout cas, c'était... Non. C'était pas du tout focus sur lui. D'abord, sur les deux éléments. Je n'ai rien inventé. Soyons sérieux. Dire que l'opposition a dit aux sorties du dialogue politique, tac, ça est dans la presse. Je suis allé même chercher sur Internet les déclarations des uns et des autres pour pouvoir construire mon article. Mais la bouée, ça c'est... Deuxièmement, ok, allons-y. Dire que l'opposition a demandé avec insistance le changement du ministre de la Défense. Qu'il faut mettre un militaire à la place. Mais là même, je suis jusqu'à dire que l'opinion, effectivement, était dans ce sens. Je n'ai rien inventé. Dire que, est-ce que Edi cherche une bouée de sauvetage à laquelle il veut s'accrocher, parce qu'il a une crise dans son parti, ça aussi, je n'ai rien inventé. Parce qu'il y a une crise perceptible. Il y a des voix contre lui. Et je viens de vous faire l'analyse là, sur la période. En fait, c'est la coïncidence qui a créé cela. Mais vous oubliez de dire que sur la question de l'audit de l'armée, qui me paraît une question essentielle, fondamentale, j'ai dit que l'opposition a raison. Et qu'il faut aller dans ce sens, et qu'il faut l'élargir à bien d'autres choses. D'accord. Bouma. Oui, sur cette question d'ailleurs, nous avons posé la question à M. Achille Tamsova, qui était également à votre niveau, de savoir est-ce que ce n'est pas parce qu'au niveau du CDP ça bouge, ou des gens estiment que M. Komboigo est complice, qui fait courir l'opposition parce qu'il y a une opinion qui estime qu'elle est molle et tout. Cette question, nous aussi, nous l'avons posée. M. Achille Tamsova a tenté de donner des éléments de réponse. Mais étant donné que vous êtes président du parti, vous parlez à un président du parti qui plus est chef de file de l'opposition, la situation prend une tournure politique à telle enseigne que vous ne vous déconstruisez pas dans les idées, mais beaucoup plus sur la personne qui le dit. Donc le débat essentiel, le constat que je fais de ce texte, le débat essentiel, il est mis de côté. Mais vous êtes un homme politique et vous savez que votre parole peut être prise dans l'un ou dans l'autre sens si nous sommes dans un tel contexte. Non, ou bien nous sommes en démocratie, nous voulons la construire, nous voulons la renforcer, et que la démocratie, c'est des débats d'idées, ou bien on n'est pas là-dedans. Moi, je ne suis pas un président de parti ordinaire, parce que je suis président d'un parti qui a des idées, même si on dit qu'on n'a pas eu des élus. Mais je crois qu'il y en a qui devraient peut-être aller répondre devant les juridictions, si on s'en tient simplement au rapport de Renlac. Parce que, concernant en particulier le CDP, ils sont venus en deuxième position comme étant un parti qui aurait abusé de ce qu'on appelle la corruption électorale. Vous avez très bien suivi la brillante analyse du docteur Rassaloga. Mais nous, on en parle depuis une vingtaine d'années, là. Que la faiblesse structurelle de notre démocratie, c'est la plutocratie. Et que la corruption dont on se plaint tant trouve là son essence. Moi, je suis en politique là, ce n'est pas pour autre chose. C'est pour obliger les acteurs politiques à ramener la politique dans le débat des idées. De sorte que tous les hommes politiques médiocres qui n'ont pas d'idées s'auto-excluent du jeu. Parce que le développement, nous, on ne va pas arrêter de dire, ce n'est pas un problème de personne, c'est purement un problème d'idées.
On peut ne pas être élu, mais on sera là chaque fois pour rappeler qu'il faut ramener le débat sur les idées. Et quand vous prenez mon article, il faut démontrer en quoi ce que j'ai dit de la première ligne à la fin est fausse. Sinon, moi, la personne de Idi ne m'intéresse pas. D'accord. Alors, en début d'émission, j'ai cité cette déclaration-là dont vous êtes signataire avec d'autres partis politiques sur la situation sécuritaire au Burkina Faso. Quand on regarde dans le fond, c'est vrai que vous n'êtes pas allé jusqu'à demander la démission du chef de l'État, mais le diagnostic n'est pas loin de celui que le CEPOP a fait. Ça sonne comme un aveu d'échec quand on voit ce qui est dit dans votre déclaration. On parle de la stratégie, on parle de la qualité du personnel militaire. Est-ce que c'est pas ça aussi la réalité? Quand on parle de la situation sécuritaire, il y a un fait. Les choses ne bougent pas, les lignes ne bougent pas, les Burkinabés s'en plaignent. Je ne dirais pas que les choses ne bougent pas. Les choses ne bougent pas comme on le souhaite. On le souhaite. Moi-même, dans mon article, là, moi qui suis conseiller du président, vous avez vu la teneur de mon article sur certaines questions que le président lui-même aussi a repris. Parce qu'il y a des questions sur lesquelles il n'y a pas de coloration politique là. Par exemple, ce qui s'est passé à Inata. Faut pas, comme on dit, faut pas mettre le bâton dans la plaie, quoi. Mais vous ne pouvez pas avoir une conscience et ne pas être heurté par cela et dire qu'il faut travailler à ce qu'on n'ait plus jamais ça. Ça, ce n'est pas un problème d'être au pouvoir ou d'être dans l'opposition. C'est pour ça que la déclaration que nous avons eue avec le sens, vous voyez d'ailleurs, on est 4 ou 5 partis de la majorité. Et c'est le sens qui n'est pas de la majorité. Le diagnostic, ça crève les yeux qu'il y a des insuffisances. Maintenant, nous, on ne peut pas se mettre dans une perspective anti-républicaine. Je dois vous rappeler que ce qui doit nous rester, quand on aura tout perdu, c'est au moins la République. Il faut qu'on reste dans le cadre des institutions, demander qu'il y ait de l'amélioration. On ne peut pas se mettre dans une perspective putschiste, insurrectionnelle, parce qu'on l'a fait, mais je veux rappeler aux gens, là, pendant les 27 ans de Blaise, là, on aurait pu faire chaque fois des insurrections, pour diverses raisons. Mais on est resté dans le cadre de la République. Moi, à titre personnel, si vous reprenez mes écrits, en repartant vers les années 2005, en remontant en 2014, ce qu'on appelle les activistes, j'en étais un. Mais c'était des positions de principe. Jusqu'à la chute du régime, là. Je dois vous dire, les 30 et 31, là. Mon problème, c'était même pas que Blaise quitte. Mon problème, en tant que juriste, c'était de mettre un terme à ce que j'appelle la fraude à la Constitution. Mais évidemment, c'est pas facile. C'est pas ce que nous disons là, ce n'est pas accessible comme ça. Parce qu'une Constitution, on n'est pas là à l'utiliser pour soi et soi. Voilà. Donc, moi, je suis dans mon registre. Force doit demeurer dans les institutions et on opère les vraies réformes qu'il faut pour avancer. Et là, j'ai une somme de réformes pour apporter des réponses en partie à la situation sécuritaire. Si vous me permettez, parce que ça c'est essentiel en ce moment. Je pense qu'il y a un premier élément. C'est qu'il faut quand même, je vous entendais parler un peu de ça tout à l'heure, il faut quand même qu'on change le rapport de force entre les groupes armés terroristes et nos FDS. C'est-à-dire que les Burkinabés, ça va être difficile de les rassurer s'ils ne voient pas une défaite très nette comme ça contre aux groupes armés terroristes. Vous savez, je disais hier à quelqu'un, l'armée peut tuer même 1000 terroristes. Ça n'a pas le même impact aux yeux de l'opinion quand
les terroristes tuent 10, 20 de nos gendarmes. Parce que dans l'imaginaire, bon, malheureusement, c'est inversé maintenant. Dans l'imaginaire normal, si les choses fonctionnent normal, c'est comme si l'armée, en principe, est plus forte que ces gens. Donc, il y a un travail important à faire là-dessus. Mais ça veut dire quoi? Il faut accroître la puissance de feu militaire. C'est-à-dire que, comme l'a écrit Newton Ahmed Bari, il faut que l'ennemi qui imagine vous affronter là, quand il réfléchit à ce qu'il va perdre, il préfère se dire, il vaut mieux ne pas le faire. Deuxième élément, je pense qu'on a un problème, bon, qui est peut-être un élément de stratégie. Je pense que le ministre de la Défense reviendra là-dessus. J'ai entendu tout de suite en venant que Ouattara, en rentrant du Forum de Paris sur la paix, a dit qu'il faut recruter 3000 militaires. Je pense, humblement, après avoir discuté avec des gens, je ne vais pas dire les noms ici, mais qui savent, je pense qu'il nous faut accroître sérieusement nos effectifs militaires. Troisième élément, sur ce premier élément, je pense que il faut instituer le mécanisme des VDP là, sérieusement, dans tous les villages. Moi, j'étais l'autre jour au sud-ouest. J'ai dit à un maire, j'ai dit, à partir de l'expérience qu'on a vécue, il ne faut plus être surpris. Il faut anticiper. Il faut que dans chaque village, il y ait des sortes de comités de ce type, en les renforçant. Ils auront deux fonctions, à mon avis. C'est les fonctions de renseignement, c'est les fonctions de première riposte. Le maire m'a dit, monsieur le ministre, si on ne donne pas l'argent, les gens ne vont pas bouger. J'ai dit, comment ça? Pour leur propre sécurité? Mettre un dispositif de base comme ça? J'ai dit, ceci dit, il faut que le gouvernement demande au gouverneur. Mais selon mes informations, il y a un travail qui se fait. C'est pour ça que j'ai dit, les mesures ne vont pas à notre rythme certainement. Sinon, il y a un travail qui est en train d'être fait. Deuxième grand élément, je pense qu'il faut plus de ressources financières. Il ne faut pas se voiler la face. Des efforts énormes ont été faits. Je l'ai dit dans mon article. C'est plus d'un tiers du budget national. Aujourd'hui, le budget de l'armée supplante le budget de l'éducation qui est autour de 30%. Et tous les crédits relatifs à l'armée, il y a des facilités pour qu'on puisse les exécuter en raison de la situation. Mais je pense qu'il faut qu'on demande une sorte de contribution volontaire. Vous savez, quand il y a eu la Covid, moi, j'ai donné 1 mois de mon salaire en tant que ministre. Alors, je me suis demandé, il y a des Burkinabés qui en avaient même parlé. Vous savez, bon, il y a beaucoup d'idées même que les gens donnent comme ça. Voilà, je n'invente rien là. Je fais un peu la synthèse de tout ça. C'est quand même curieux que sur l'effort qu'il y a eu pour la lutte contre la Covid, qui a fait que d'ailleurs le Burkina a été présenté comme un bon exemple, qu'on n'ait pas expérimenté ça en matière de contre le terrorisme. Vous voyez, là, on est 20 millions national, à peu près 10 millions à l'extérieur. Si nous avons 20 millions de Burkinabés qui acceptent de donner 10 000 francs, on mobilise 200 milliards. Mais au même moment qu'on lance cette campagne pour l'effort, pour collecter l'effort de guerre, au même moment on apprend un dysfonctionnement dans le ravitaillement des hommes. Est-ce que cela n'est pas de nature à décourager les Burkinabés? C'est pour ça que je pense qu'après l'audition des ministres, l'Assemblée doit automatiquement adopter une résolution pour la création d'une commission d'enquête parlementaire qui va nous permettre de faire l'audit moral, l'audit financier, l'audit logistique de l'armée. Vous savez qu'au Niger, il y a eu un audit de ce genre qui a révélé des cas graves de détournement qui ont un effet négatif sur la psychologie des hommes de troupe. Donc, je pense qu'il n'y a pas de contradiction. Je pense qu'il
les gens le disent. Si vous prenez la structure du budget de l'État, moi je pense que pour les 5 prochaines années, je vous le donne comme ça, mais je veux le donner à qui de droit. Ouais. Mais comme on parle à l'opinion, il faut, sur les 5 prochaines années, il y a des lignes budgétaires là. Il faut les enlever pour renforcer certainement le budget de l'armée. Bon, ce n'est pas forcément des lignes importantes, hein. Ça peut être des lignes de formation, de renforcement des capacités. On en fait un peu trop. On peut se passer de ça pour un petit temps. À défaut, diviser au moins par 2 pour renforcer un peu le budget de la sécurité. Je pense, en définitive, qu'il faut revoir, à mon avis, l'organisation structurelle de l'armée. Mais je pense que c'est des éléments qui sont contenus dans la stratégie. C'est-à-dire, il faut qu'on ait un état-major unifié. À mon avis, la situation de guerre induit qu'il ne faut plus qu'on parle des gendarmes, on parle de militaires, on parle de policiers. Moi-même, je vais jusqu'à dire aux forêts, tous ceux qui ont une certaine culture de l'arme là, il faut les mettre en situation pure et simple de guerre. Puisque c'est cet argument qui fait que, dans certains endroits, si les eaux forêts, qui sont souvent le premier poste avancé, s'ils demandent des armes, on dit non, ce n'est pas des militaires. Je pense que ça, c'est une théorie qu'il faut mettre à côté pour regarder le gens. Non, je termine sur mes mesures, c'est important. Permettez-moi d'aller jusqu'au... Je pense qu'il faut plus d'autonomie au niveau des régions militaires. Je pense aussi que c'est un élément, apparemment, qui est dans la stratégie. Ça veut dire quoi? Si on prend la région du Nord, ils doivent avoir leurs militaires, ils doivent avoir leur logistique, ils doivent avoir leur flotte aérienne permettant d'intervenir rapidement. Et tout ça, ça ne peut pas s'exécuter immédiatement. Mais je pense que si on fait comme ça, on peut être plus fort. Alors, il faut évidemment veiller à placer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Quand je discute avec certains militaires, vous savez, chez eux, les histoires d'ancienneté, c'est très important. C'est un peu comme... C'est même sacré, on dirait. C'est même sacré. C'est un peu comme chez les magistrats. C'est pour ça que, moi, dans un de mes textes, j'avais dit qu'il faut les envoyer, dans mon dernier texte, là, j'ai dit qu'il faut envoyer les officiers, généraux, quoi. Mais quand j'ai cherché à comprendre, techniquement, c'est pas possible. Mais, comme je le disais à un ami, on peut voir ça autrement. Il ne s'agit pas d'envoyer un général commander, je ne sais pas, ce détachement ou quoi, parce que techniquement, ça ne peut pas se faire. Mais j'imagine que une fois par mois, ou 2 fois par mois, les généraux, les colonels d'un certain niveau, ils vont retrouver la base, la troupe, pour les motiver. Puisque eux, ils sont plus jeunes. Pour leur dire, sur le front du théâtre, là, il peut y avoir tel danger, il peut y avoir tel danger. Voilà les astuces qu'il faut. Et puis, ils reviennent. D'accord. Voilà. Permettre aux juges de réagir sur toutes ces propositions. Enfin, dernier élément, la communication. Je pense qu'on a perdu la bataille de la communication sur cette affaire. Il faut sérieusement réorganiser. Et là, je m'inspire encore de Covid. C'est quelqu'un qui m'a souligné ça il y a quelques jours. Mais pourquoi il n'y a pas de point de presse hebdomadaire ou même un quotidien dans les médias d'État, dans les médias privés, pour dire, voilà exactement ce qui s'est passé. Ce qui permet au moins d'éviter ce qu'on appelle la désinformation. Conséquence, pour moi, que tu sois média public, média privé, on doit tous vous réquisitionner là, pour sortir rapidement de la guerre. Voilà mes propositions. Oui, et quand on écoute... il y a un gros 6 propositions. Moi, je vais rattraper ça rapidement. Accroître la force de feu, donc avec l'investissement, la question des VDP, leur utilisation, organisation structurelle de l'armée, autonomie des régions militaires, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, et puis la question de la communication. On ramassé comme ça. Mais tout ça, ça incombe derrière, c'est une stratégie qu'on voit. Vous savez, quand on regarde un peu l'expression du ressenti des Burkinabés, c'est aller crescendo. À un moment donné, c'était focus sur des ministres.
Tu as dit non, ceux-là, on sent que nous n'avons pas les résultats qu'il faut. Maintenant, c'est venu sur le chef de l'État. Moi, je ne regarde pas seulement le CIFOP, je regarde aussi ce qu'on entend ici et là, des manifestations et tout. Ça commence à être focus sur le chef de l'État. Est-ce que c'est pas parce qu'à un moment donné, certains se disent, mais il faut qu'on se secoue. C'est pas dire il faut partir forcément, mais il faut qu'on se bouge, il faut qu'on sente que vous bougez. Quelquefois, c'est un peu cette expression-là qu'on pourrait avoir. Ça peut être interprété autrement ou tout, mais tout ce que vous dites, ça lui incombe d'abord. Au départ, on disait, on ne regardait même pas le chef de l'État, on dit non, c'est tel ministre, on apprend qu'il ne parle même pas avec telle personne dans la hiérarchie, ce n'est pas normal. Et ça se savait à Ouaga. Et ça, le président a pris du temps. Il a fallu Solane pour qu'il ait la pression, pour qu'il y ait des changements. Aujourd'hui, avec Inata, il y a beaucoup d'autres éléments qu'on apprend. Avec, pour certains Burkinabés, et de l'ordre de l'inacceptable. Moi, j'ai dit, le thème, c'est... J'ai fini, hein. Je finis. On vous a laissé, je pense, égrener vos points. Laissez-nous vous poser nos questions. Vous allez avoir tout le temps de répondre. Donc, je dis, quand on voit tout ça, ça incombe à quelqu'un. Je dis pas... la question de la démission, c'est pas ce que je mets. Je dis, il y a peut-être un sentiment qui est celui des Burkinabés qu'on peut aussi comprendre au regard de ce qui s'apprend, de ce qu'on apprend aujourd'hui comme Inata, où on se rend compte comment on peut comprendre que des gens qui sont au front, on n'arrive pas à leur donner à manger. Mais c'est même pas ça. Il y a ça. Mais la question des primes, c'est maintenant qu'on nous dit, c'est en train d'être réglé. Mais quand on veut motiver des gens qui vont au front, je pense que c'est des questions qui sont basiques. Donc pour beaucoup de Burkinabés, quand ils écoutent, quand des informations viennent comme ça, nombreuses comme ça, des informations quelquefois auxquelles ils n'ont pas accès. Ça devient brutal. Et ça se ressent comme ça. Et quelquefois, on exprime peut-être pas forcément la volonté de ce que ce soit un départ, mais qu'on sente que tout le monde se bouge. Je crois que ça doit être aussi ça qu'on pourrait ressentir. Est-ce que quand on regarde, vous qui parlez tout le temps avec le président, parce que c'est à ça ma question, vous vous rendez compte que... Ah bon, d'accord. Je pense que c'est pour ça que vous avez commencé à sourire. Est-ce qu'on sent la chose de la même façon? Est-ce qu'il sent cette colère-là qui est en train de monter? Non, vous savez, d'abord, je ne peux pas juger mon patron sur un plateau de télévision. Premier élément. Il y a des choses que nous nous disons que je ne peux pas étaler sur la place publique. Mais ce que je peux dire, moi, j'ai rencontré le président. L'attaque d'Inata a eu lieu dimanche dernier. Voilà. Il est arrivé samedi, je crois, du Forum de Paris. Je crois que c'est dans la nuit de samedi à dimanche. Nous avons eu une longue discussion dans la nuit de dimanche. Il a fini par me dire, on se parle lundi matin. Lundi matin, nous avons eu une longue discussion. Je peux vous dire qu'il a pris conscience de la gravité de la situation. Je peux vous dire qu'il est le plus malheureux de cette situation. Je vous donne un exemple. Je prends de gros risques, mais je me permets. Sur des histoires d'approvisionnement en aliments, et la lettre des soldats, là, le président m'a dit, mais Sango, comment ça peut arriver même? En fait, vous voyez, on ne peut pas intellectuellement comprendre. C'est-à-dire, il était sous le coup du choc. Il me dit, mais comment ça peut arriver? C'est impensable. Mais quand le commandant en chef est surpris, est-ce qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter? Non, mais vous savez, le commandant en chef peut être surpris. Parce que le commandant en chef n'est pas dans l'opérationnel. Moi, j'ai été ministre. Il y a des rôles précis pour chaque acteur. Tout ce qu'on ne peut pas pardonner au commandant en chef, c'est que si le rapport établi de façon claire et nette, et d'ailleurs vous avez vu que des mesures conservatoires ont été prises immédiatement, déjà pour le temps qu'un rapport clair et net vienne dire voilà, c'est les sanctions. Je pense que c'est non négociable. Donc, pour répondre, et je comprends le ressenti des Burkinabés. Je l'ai dit, si vous n'êtes pas un monstre là, vous ne pouvez pas ne pas comprendre le ressenti des Burkinabés. Le ressenti des gens de l'Est, les problèmes de route, tout ça là. Mais vous savez, si vous vivez dans ces environnements là, par exemple ce qui se passe à Kaya, je pense qu'on aura l'occasion rapidement de revenir là-dessus là.
avec l'armée française et tout ça. Mais c'est d'abord humain. Chacun de nous, là, placé dans un contexte comme ça, aura dans un premier temps la même réaction. Okay. Donc, on va permettre à Juge Bourma de réagir rapidement. Oui, je suis très heureux de savoir que le chef suprême des armées a pris conscience de la situation, à vous entendre le dire, parce que, pour dire vrai, on n'avait pas cette impression. Parce que je dis bien, ce n'est pas la première fois qu'on est sérieusement atteint jusqu'à ce niveau et que des enquêtes soient annoncées. Je dis annoncées, peut-être pas que ça a commencé, annoncées, et qu'à la fin, on n'ait pas eu le résultat. De Nassumbu à Yirgou, en passant par Solhan jusqu'à Inatan, je pense que c'est la première fois qu'on a vu des sanctions à titre conservatoire. Et là, il faut regarder dans le fond pour voir que les deux qui ont été enlevés, l'un commandant de la région militaire et l'autre patron de la gendarmerie dans la zone, est réellement une autorité de droit sur le détachement de Inata. À savoir que c'est le patron de la gendarmerie de cette région qui commande ce détachement, ou bien c'est commandé par l'état-major de gendarmerie directement depuis Ouagadougou, ou le chef d'état-major général des armées. Donc il y a ces éléments de la chaîne-là à pouvoir clarifier pour qu'on sache que c'est le patron de la région militaire qui est militaire, qui a refusé d'approvisionner les soldats, ou c'est le patron de la gendarmerie de cette localité, ou c'est le gestionnaire de stock qui n'a pas fait son boulot, ou c'est celui qui gère la logistique qui n'a pas fait son boulot, parce que quand on parle de commandement, c'est toute une chaîne. Donc vivement une enquête, mais que les autres également, les autres responsabilités soient situées. Parce que quand on a pris Solhan, on a appris que quand les ont bougé, il y a eu les informations jusqu'à ce que l'attaque se produise. Bon, bref. Maintenant, pour revenir à vos propositions, Maître Benouendé Sankara, c'est par voie de presse. Vous, c'est par voie de presse. Alors que vous siégez tous au niveau de la majorité, dont les artificiers d'ailleurs ont disparu. La question, c'est qu'est-ce qui se passe au sein de cette majorité, à telle enseigne que c'est par voie de médias que vous faites des propositions qui ne partent pas forcément également dans le même sens, parce que pour l'unir MPS, il faudra pratiquement un état de siège. Non, je n'ai rien contre. Si vous me permettez, un mot sur l'état de siège. Pourquoi est-ce que vous parlez différemment sur des plateaux alors qu'il y a l'entité majorité présidentielle? Moi, je ne suis pas le porte-parole de la majorité. Je ne suis pas le président. Je ne suis pas le président de la majorité. Vous êtes de l'APMP? Je suis de l'APMP. Il n'y a pas de cas de l'encontre? Non, je vous dis, posez la question au porte-parole de l'AMP, si ça existe, mais moi, je pose la question, ou au président. Non. Ou bien c'est sur la table, ils n'ont pas considéré, à telle enseigne que par comment on appelle ça, non. Voilà, il faut que nous disions aussi qu'on a fait des propositions à l'intérieur. Encore une fois, la majorité, là, ce n'est pas une camisole forcée, là. On y est, on défend des idées, mais nos idées ne s'épuisent pas là-bas. Puisque, si vous êtes dans un groupe, vous menez un débat, une position se dégage. Mais ce n'est pas forcément. Vous y adhérez, peut-être par consensus et tout cela. Mais je pense que cette crise est révélatrice, à mon avis, d'un grave dysfonctionnement, effectivement, de ce que vous appelez la PMP. Bon, je pense qu'il n'y a pas de débat. Je pense que ça va être une cuisine interne qui va être réglée. Sur aussi l'état des sièges, c'est une idée que je partage en partie. Au moins dans les régions qui sont en guerre ouverte. Puisqu'il s'agit des transferts des pouvoirs de police civile là au pouvoir militaire. Mais encore une fois, je pense que c'est une question qui est en train d'être analysée sous tous ses contours. Parce que si vous créez un État militaire, c'est le même Boukérévé qui risque de sortir après, à un moment donné, qu'il y a trop de violations. Alors, monsieur le conseiller, c'est vrai qu'en commençant cette émission, on est revenu sur le débat que vous avez eu avec Eddy Kombrego par médias interposés. Vous l'avez dit, la politique, ce sont les débats, ce sont les idées. Mais pour une certaine opinion, la classe politique a souvent déplacé le débat sur la sécurité au Burkina Faso. Et pour certains même, ce sont les politiques qui ont enlisé la crise. Que répondez-vous à ces derniers? Je pense que, en tant que classe politique, nous n'avons pas été suffisamment responsables dans la façon d'aborder la question.
Parce que, au lieu de faire chorus sur le problème, nous sommes restés à nous envoyer des ping-pong. Mais vous savez, la situation est assez, vous la connaissez, elle est assez complexe. Dans un État qui fonctionne normalement, il y a des questions sur lesquelles tout le monde doit être d'accord. Je parle des questions, par exemple, le terrorisme. Bon, comme on est dans une ère où il ne faut pas chercher à indexer X à fait Y, mais moi j'appelle chaque acteur à un examen de conscience personnelle sur le rôle qu'il joue dans cette affaire. Qu'on oublie nos ressentis, que nous restions dans le cadre républicain pour régler les problèmes. C'est-à-dire que la courte échelle qu'on veut emprunter là, elle peut se retourner terriblement contre ceux-mêmes qui pensent que c'est le moyen. J'ai lu les éditoriaux de tous les médias. Reprenez. Tous les médias ont fait chorus pour dire ne tentons pas le diable. D'accord. Alors, vous êtes juriste. On va vous poser une dernière question que vous allez répondre en 30 secondes. Alors, on l'a dit, Geoffroy va, dans son avant-propos, est revenu sur la question de la connexion Internet qui a été interrompue. On connaît maintenant la raison puisqu'il y a eu un communiqué officiel. Alors, c'est sur 96 heures et on parle d'impératif sécuritaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour beaucoup, ce sont des abus? Pour d'autres, c'est le prix à payer dans cette lutte-là? Non. On a maintenant la raison. C'est la loi qui dit que pour des impératifs sécuritaires, il y a une procédure de restriction possible. Moi, jusque-là, j'étais inquiet. Parce que je ne voyais pas la base juridique. Mais vous voyez sur les réseaux sociaux, encore une fois, que nous utilisons tous, des appels ouverts à la déstabilisation d'un régime constitutionnellement constitué. Mais sommes-nous dans quel pays là? Même au temps fort de Blaise là, où on souffrait le martyre, on n'est jamais arrivé à dire qu'il faut faire un coup d'État. Nous, on savait qui trichait là. Moi, ce n'est jamais sorti. Soyons plus responsables. Il ne faut pas envoyer ce pays à l'aventure. Merci. Abdoul Karim Sango, je rappelle que vous êtes le président du Parent, vous êtes également conseiller spécial du chef de l'État chargé des questions culturelles et des arts. Avec vous, on a parlé de votre lecture sur la situation sécuritaire, également ce que vous avez comme proposition. Merci, messieurs les juges, pour les clés de lecture. C'est ici qu'on va mettre un point final à la présente convocation et se donner rendez-vous demain pour la même mission, poser un regard critique sur l'actualité. Mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders, Truth TV et Watt FM.